Bienvenue frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Strategos, l'endroit où la stratégie prend vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Chester W. Nimitz, l'homme qui dirigea la flotte du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale et qui traçait la voie vers la victoire navale des Alliés. Découvrez comment son leadership a marqué l'histoire et comment son esprit stratégique a brillé dans des batailles décisives comme Midway et Guadalcanal. Avant d'embarquer pour ce voyage épique, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo, de partager vos commentaires, de diffuser ce contenu auprès d'autres passionnés d'histoire et de vous abonner à Strategos. L'aventure vers la connaissance commence ici. Accompagnez-moi dans cette histoire. Première partie. Les premières années. Par une calme matinée de février 1885, dans le petit village de Fredericksburg, au Texas, naquit un enfant qui allait changer l'histoire de la guerre navale. Chester William Nimitz vint au monde dans une famille marquée par ses racines allemandes, le travail acharné et le désir de réussite. Sans le savoir, ce jeune Texan du centre du pays allait devenir l'une des figures les plus influentes de l'histoire militaire américaine, dirigeant la marine des États-Unis à l'un des moments les plus critiques du XXe siècle. Fredericksburg, une enclave d'immigrés allemands au Texas, était une ville paisible et rurale. La famille Nimitz avait émigré en Amérique à la recherche d'une vie meilleure, et Chester grandit entouré d'histoires de persévérance et de travail acharné. Son grand-père, Charles Henry Nimitz, joua un rôle déterminant dans sa jeunesse. Ancien capitaine de navires marchands en Allemagne, Charles s'était installé au Texas et avait fondé un hôtel, le Nimitz Hotel, devenu un symbole de l'effort familial. Bien que le Texas n'ait aucun lien direct avec l'océan, le héritage maritime de son grand-père marqua profondément Chester. Il grandit en écoutant des récits de voyages en mer, de tempêtes en haute mer et de la discipline essentielle à la vie d'un marin. Ces histoires éveillèrent en lui une curiosité naturelle, semant les premières graines de ce qui allait devenir son destin. À 16 ans, Nimitz prit une décision qui semblait improbable pour un jeune Texan. En 1901, il intégra la prestigieuse Académie navale des États-Unis à Annapolis, dans le Maryland. Ce choix ne fut pas anodin. Chester avait compris que l'armée offrait des opportunités de développement personnel et professionnel, bien rares dans son environnement rural. Durant ses années à l'Académie, Nimitz se distingua comme un étudiant appliqué et discipliné. Il excella non seulement dans ses études, mais démontra aussi un talent naturel pour le leadership et la stratégie. Cependant, son parcours ne fut pas sans embûches. Comme beaucoup de cadets, il dut faire face à des défis académiques et physiques. Les longues heures de travail, les entraînements épuisants et la pression d'être parmi l'élite du pays miraient son caractère à rude épreuve. L'une des expériences les plus marquantes de ses années à l'Académie fut son immersion dans la mécanique et l'ingénierie navale. Nimitz développa un intérêt particulier pour les moteurs diesel, une technologie encore récente, qui jouerait plus tard un rôle crucial dans sa carrière. Il se fit également remarquer pour sa capacité à analyser des problèmes complexes et à trouver des solutions pratiques, une qualité qui deviendrait l'une de ses plus grandes forces. Après avoir été diplômé en 1905, Nimitz commença son service actif dans la marine des États-Unis. Ses premières affectations le conduisirent à bord de différents navires, où il put mettre en pratique les connaissances acquises à Annapolis. Son premier poste fut à bord de l'USS Ohio, un cuirassé opérant dans le Pacifique. À cette époque, Chester n'apprit pas seulement la vie à bord d'un navire, mais il observa aussi de près le fonctionnement des hiérarchies et des dynamiques au sein d'un bâtiment de guerre. L'un des éléments marquants de ses premières années fut sa capacité à assimiler rapidement les connaissances. Nimitz profitait de chaque occasion pour apprendre, que ce soit en matière de manœuvre navale ou de maintenance des systèmes de propulsion. C'est à cette époque qu'il commença à se forger une réputation d'officier méticuleux et fiable, des qualités qui n'échappèrent pas à ses supérieurs. À mesure qu'il accumulait de l'expérience, Nimitz se vit confier des postes plus exigeants. En 1907, il fut nommé officier en charge de l'USS Panay, un petit canonnière opérant dans les eaux asiatiques. Ce fut son premier grand défi en tant que leader.
Le Panay nécessitait des réparations constantes, et son équipage, bien que réduit, était dévoué. Nimitz ne se contenta pas de superviser les opérations quotidiennes. Il mit également en place des améliorations dans le fonctionnement du navire, prouvant ainsi sa capacité à gérer efficacement des ressources limitées. Au fil de sa progression, Nimitz développa un intérêt croissant pour les innovations technologiques. C'est durant cette période qu'il se spécialisa dans les moteurs diesel, devenant ainsi l'un des premiers experts en la matière au sein de la marine américaine. Son travail dans ce domaine lui valut non seulement la reconnaissance de ses supérieurs, mais lui ouvrit aussi des opportunités uniques. En 1913, il fut nommé instructeur à l'Académie navale, où il enseigna l'ingénierie navale. Ce poste lui permit non seulement de transmettre son savoir, mais aussi d'affiner ses propres compétences en leadership et en stratégie. Son approche méthodique et sa passion pour l'enseignement firent de lui un mentor respecté parmi les jeunes cadets. Parallèlement, Nimitz commença à se distinguer par sa capacité à anticiper l'avenir de la guerre navale. Il comprit que la technologie jouerait un rôle décisif dans les conflits à venir, et il plaida en faveur d'une modernisation de la flotte américaine. Cette vision avant-gardiste, bien que précoce pour son époque, posa les fondations de son futur rôle en tant que commandant en chef de la flotte du Pacifique. Deuxième partie, la Première Guerre mondiale. Lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale en avril 1917, Chester W. Nimitz était déjà un officier expérimenté au sein de la marine américaine. La guerre avait transformé les océans en théâtre de conflit mondial, et le rôle des flottes était devenu décisif, dans une époque où les sous-marins, le transport maritime et le blocus naval étaient des armes stratégiques. À cette époque, Nimitz était affecté dans le Pacifique, une région moins exposée aux combats directs que l'Atlantique, mais non moins essentielle. Les routes commerciales et la présence américaine dans des territoires comme les Philippines et Guam nécessitaient une surveillance constante. Cet environnement servit de terrain d'expérimentation pour les capacités stratégiques de Nimitz, qui ne tarda pas à démontrer sa valeur dans le domaine émergent de la guerre sous-marine. L'entrée en guerre des États-Unis provoqua une expansion rapide de la marine, accompagnée d'un besoin urgent de réorganisation. La pénurie d'officiers expérimentés et la croissance accélérée de la flotte ouvrirent des opportunités pour des hommes dotés de compétences en leadership. Nimitz, déjà reconnu pour son expertise technique en moteur diesel, fut affecté à des missions logistiques et de renseignement naval dans le Pacifique. Son sens du détail et son efficacité firent de lui un atout inestimable dans ses fonctions. Bien qu'il ne participât pas directement aux batailles de l'Atlantique, son rôle fut crucial pour coordonner les mouvements des navires et assurer le ravitaillement des forces alliées. Pendant cette période, il commença à travailler en étroite collaboration avec d'autres hauts commandants, renforçant son réseau de contacts et gagnant en notoriété comme un officier fiable et compétent. Le conflit mit en évidence l'importance stratégique des sous-marins. Les U-boots allemands avaient éprouvé leur redoutable efficacité dans l'Atlantique, et la marine américaine devait rapidement rattraper son retard. Nimitz, avec son expérience en ingénierie navale et son intérêt pour l'innovation technologique, fut chargé de diriger des initiatives clés dans ce domaine. Durant la guerre, il supervisa la formation de nouvelles équipages de sous-marins et le développement de tactiques opérationnelles. Bien que ses responsabilités l'aient éloigné des combats, son travail de fond permit de préparer l'expansion future de la flotte sous-marine américaine. Grâce à ces missions, Nimitz acquit une connaissance approfondie de la guerre sous-marine, une expertise qui deviendrait plus tard l'un des piliers de sa carrière. La guerre fut également une opportunité pour Nimitz de démontrer son leadership. Il supervisa la formation d'officiers et de marins, dont beaucoup n'avaient aucune expérience des sous-marins. Connu pour son approche méthodique et sa capacité à inspirer confiance, Nimitz se distingua non seulement comme un technicien hors pair, mais aussi comme un mentor capable de former des équipes performantes sous pression. Cette combinaison de compétences techniques et de leadership ne passa pas inaperçue auprès de ses supérieurs. Pendant la guerre, il fut promu à plusieurs reprises, consolidant ainsi sa réputation comme l'un des officiers les plus prometteurs de sa génération.
La fin de la Première Guerre mondiale marqua un tournant décisif pour Nimitz. Bien qu'il n'ait pas participé à des combats majeurs, le conflit lui permit de démontrer sa valeur dans des domaines cruciaux, tels que la logistique, la stratégie sous-marine et la formation du personnel. Ces expériences ne renforcèrent pas seulement sa position au sein de la marine, mais elles le préparèrent aussi à des défis encore plus grands à venir. Son travail dans le domaine des sous-marins lui valut une reconnaissance en tant que l'un des principaux experts de cette spécialité, et son approche rigoureuse de la planification et de l'efficacité fit de lui un modèle à suivre pour d'autres officiers. À la fin de la guerre, Nimitz n'était plus simplement un officier prometteur. Il était en passe de devenir un véritable leader, avec une réputation solide et une vision stratégique claire. Après l'armistice de 1918, Nimitz saisit les opportunités de formation avancée offertes par la marine américaine à ses officiers les plus prometteurs. Il s'inscrivit au Naval War College, où il approfondit ses connaissances en tactique navale, stratégie et gestion des conflits. Cette période fut cruciale pour affiner son esprit analytique et perfectionner sa compréhension de la guerre à grande échelle. Parallèlement, il poursuivit sa spécialisation dans le domaine des sous-marins, contribuant au développement de nouvelles technologies et à l'amélioration des méthodes opérationnelles. Il participa également à des exercices et simulations qui l'exposèrent à des scénarios hypothétiques de guerre, renforçant ainsi sa capacité à anticiper les problèmes et à concevoir des solutions efficaces. Durant les années 1920, Nimitz fut promu à des postes de plus grande responsabilité, notamment à la tête de flottilles de sous-marins et à des fonctions stratégiques dans des bases navales clés. Ces affectations lui permirent non seulement d'appliquer ses connaissances acquises pendant la guerre, mais aussi de développer son propre style de commandement, basé sur la confiance, la collaboration et l'adaptabilité. C'est également durant cette période qu'il se fit remarquer pour son talent à identifier et cultiver le potentiel d'autres officiers. Conscient de l'importance de bâtir des équipes solides, il était reconnu pour sa capacité à déléguer efficacement, encourageant ainsi l'autonomie et le développement professionnel de ceux qui servaient sous ses ordres. Au fur et à mesure de sa progression dans la hiérarchie, Nimitz commença à jouer un rôle clé dans les grandes décisions stratégiques. Il participa au débat sur la modernisation de la flotte, l'expansion des capacités sous-marines et la réorganisation de la structure de commandement de la marine. Ses contributions dans ces domaines reflétaient non seulement sa maîtrise technique, mais aussi sa capacité à penser sur le long terme et à s'adapter à un monde en constante évolution. Troisième partie, la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1930, la marine des États-Unis vivait dans une relative tranquillité. Bien que les échos de la Première Guerre mondiale résonnaient encore, la politique isolationniste du pays avait relégué la préparation militaire au second plan. Pendant que l'Europe sombrait dans le chaos avec la montée en puissance de Hitler et que le Japon étendait son influence en Asie, la marine américaine se retrouvait dans une position inconfortable, technologiquement avancée, mais avec des ressources limitées et une stratégie dépassée. Chester W. Nimitz, qui avait progressé régulièrement dans la hiérarchie navale, observait attentivement cette situation. Sa réputation d'expert en sous-marins et de stratège militaire lui avait permis d'occuper des postes clés dans la planification et la modernisation de la flotte. Pourtant, malgré les tensions internationales croissantes, peu imaginaient que la marine américaine allait bientôt être confrontée à un défi d'une ampleur inédite. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, la marine des États-Unis commença à mettre en place des changements majeurs pour s'adapter aux nouvelles réalités. L'accent fut mis sur le développement des porte-avions, l'amélioration de la flotte sous-marine et la modernisation des systèmes de communication. Nimitz, grâce à son expertise en matière de sous-marins et à sa capacité à anticiper les besoins stratégiques, joua un rôle crucial dans ces efforts. En 1939, il fut nommé chef du bureau de la navigation, un poste qui lui donna la responsabilité de la gestion du personnel, de la formation et de la planification logistique. Depuis cette position, Nimitz contribua à renforcer la structure essentielle de la marine, s'assurant qu'elle soit prête à répondre à toute menace imminente. Toutefois, ces préparatifs ne suffiraient pas face à l'ampleur du défi que le Japon s'apprêtait à imposer.
Le 7 décembre 1941, la quiétude du Pacifique fut brutalement brisée. Le Japon lança une attaque surprise contre la base navale de Pearl Harbor, à Hawaï, anéantissant une grande partie de la flotte américaine du Pacifique et plongeant le pays dans la stupéfaction. Cet événement dramatique ne marqua pas seulement l'entrée en guerre des États-Unis, mais révéla également la vulnérabilité de la marine américaine. En pleine confusion et incertitude, les dirigeants de la marine durent prendre une décision cruciale. Qui devait diriger la reconstruction et mener la contre-offensive dans le Pacifique? Le choix se porta sur Chester W. Nimitz. Le 17 décembre 1941, à peine 10 jours après l'attaque de Pearl Harbor, Nimitz fut nommé commandant en chef de la flotte du Pacifique. Cette nomination était une marque de confiance en sa capacité à diriger en temps de crise. Toutefois, le défi était colossal. Il ne s'agissait pas seulement de réorganiser une flotte dévastée, mais aussi de restaurer le moral des hommes et de préparer une stratégie pour affronter un ennemi qui, à ce moment-là, semblait invincible. L'une des premières décisions de Nimitz fut de prioriser la réparation et la modernisation des navires endommagés lors de l'attaque de Pearl Harbor. Il s'attela également à renforcer les lignes d'approvisionnement et à coordonner les efforts avec les Alliés dans le Pacifique. Son sang-froid sous pression et sa capacité à prendre des décisions stratégiques rapidement firent de lui le leader dont la marine avait besoin dans son moment le plus critique. Sous le commandement de Nimitz, la flotte du Pacifique commença à reprendre du terrain. Les premières grandes épreuves survinrent avec les batailles de la mer de Corail et de Midway en 1942. La bataille de la mer de Corail fut un affrontement crucial. Bien que techniquement indécise, elle démontra que les porte-avions étaient redevenus le nouveau centre du pouvoir naval. Nimitz, comprenant cette réalité avant beaucoup de ses contemporains, commença à réorienter les ressources et les efforts vers l'expansion et la modernisation de la flotte de porte-avions. La bataille de Midway, survenue à peine un mois plus tard, fut le véritable tournant du conflit. Grâce aux renseignements obtenus par le déchiffrement des codes japonais, Nimitz ordonna une embuscade contre la flotte japonaise. Le résultat fut une victoire décisive pour les États-Unis, avec la destruction de 4 porte-avions japonais. Cette bataille changea non seulement le cours de la guerre dans le Pacifique, mais consolida également la réputation de Nimitz en tant que stratège brillant et leader incontournable. Ce qui distinguait Nimitz, ce n'était pas seulement sa capacité à planifier des opérations complexes, mais aussi son style de commandement. Il était connu pour son humilité, sa capacité d'écoute envers ses subordonnés et son aptitude à maintenir un moral élevé, même dans les moments les plus difficiles. Au lieu de rechercher la gloire personnelle, Nimitz attribuait toujours le mérite aux hommes qui exécutaient ses plans. Cette approche favorisa non seulement la loyauté de ses subordonnés, mais aussi un climat de coopération et de confiance au sein de la marine américaine. Quatrième partie. La consolidation de la victoire dans le Pacifique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le théâtre du Pacifique représentait un défi unique. Contrairement à l'Europe, où les combats se déroulaient sur des territoires compacts, le Pacifique s'étendait sur des milliers de kilomètres d'océan et une myriade d'îles stratégiques. Le Japon avait consolidé son emprise sur une grande partie de la région, fortifiant ses positions sur des atolls et archipels. Pour les États-Unis, reprendre le contrôle nécessitait une stratégie innovante qui minimiserait les pertes humaines tout en assurant un flux constant de ressources au cours d'une campagne prolongée. C'est alors que Chester W. Nimitz, en tant que commandant en chef de la flotte du Pacifique, devint la figure centrale de la coordination et de la direction de cette offensive massive. Le concept du Island Hopping, saut d'île en île, devint le cœur de sa stratégie. Plutôt que d'attaquer toutes les positions japonaises, Nimitz et son état-major optèrent pour une approche plus chirurgicale. Capturer uniquement les îles clés, offrant un avantage stratégique, et isoler les autres, coupant ainsi les forces japonaises de leurs approvisionnements. Cette tactique exigeait une planification minutieuse, une exécution précise et une collaboration étroite entre les différentes branches des forces armées. La campagne débuta à Guadalcanal en août 1942. Bien que la planification initiale ait précédé Nimitz,
Il supervisa l'opération et fit face à l'une des batailles les plus brutales et prolongées de la guerre. Guadalcanal marqua un tournant majeur. La résistance acharnée des Japonais montra que chaque île serait un combat sanglant, mais ce fut également la première fois que les Alliés prenaient l'offensive. Nimitz maintint le moral élevé parmi ses hommes et fit preuve d'une remarquable capacité à coordonner des opérations extrêmement complexes. Des porte-avions aux forces amphibies, chaque élément de la flotte joua un rôle essentiel dans la victoire. En novembre 1943, la bataille de Tarawa révéla la brutalité extrême de la guerre dans le Pacifique. En seulement 76 heures, plus de 6000 soldats perdirent la vie sur une île de moins de 5 km². Bien que les Américains aient capturé l'île, les pertes colossales et la résistance fanatique de l'ennemi poussèrent Nimitz à repenser les tactiques pour les prochaines opérations. Nimitz tira de précieuses leçons de Tarawa, améliorant la coordination entre les forces terrestres, navales et aériennes. Une logistique optimisée, associée à un meilleur usage de la reconnaissance photographique et à des bombardements préparatoires plus efficaces, transforma la dynamique des batailles suivantes. La bataille d'Iwo Jima, en février 1945, fut un autre moment clé de la campagne. Cette petite île, essentielle pour les bombardements aériens sur le Japon, devint le théâtre de l'un des combats les plus emblématiques du conflit. L'image des Marines hissant le drapeau sur le mont Suribachi devint un symbole de courage et de sacrifice. Nimitz, toujours conscient du coût humain de la guerre, décrivit la bravoure des soldats avec une phrase restée célèbre. Un courage commun permit aux hommes d'accomplir des choses hors du commun. Cette bataille consolida encore davantage sa réputation en tant que chef respecté, profondément conscient des sacrifices de ses hommes. En avril 1945, la bataille d'Okinawa fut l'affrontement le plus vaste et le plus meurtrier du théâtre du Pacifique. Avec plus de 100 000 pertes japonaises et environ 50 000 pertes alliées, cette terrible campagne démontra qu'une invasion directe du Japon serait dévastatrice. Pendant cette période, Nimitz travailla sans relâche pour coordonner les ressources et maintenir le moral de ses troupes. La victoire à Okinawa fut l'un des derniers éléments du puzzle stratégique qui ouvrit la voie à la reddition japonaise. Nimitz comprenait que la victoire dans le Pacifique nécessitait une collaboration étroite entre les chefs militaires, malgré leur personnalité et approches divergentes. Il travailla aux côtés de Douglas MacArthur, le commandant du théâtre du Pacifique Sud-Ouest, malgré des tensions initiales. Bien que leurs visions stratégiques diffèrent, Nimitz fit preuve de diplomatie et de capacité de coordination, assurant ainsi que tous les efforts convergent vers l'objectif commun. De l'autre côté, William Bull Halsey était un allié proche de Nimitz. Son style audacieux et agressif complétait la planification méthodique de Nimitz, formant ainsi un duo équilibré qui tirait parti du meilleur des deux commandants. L'un des aspects les plus remarquables du leadership de Nimitz fut sa capacité à gérer les ressources dans un théâtre d'opérations aussi vaste. Il coordonna les convois de ravitaillement, veilla à ce que les troupes soient bien équipées et s'assura que les forces alliées maintiennent une pression constante sur le Japon. Nimitz était également reconnu pour son aptitude à prendre des décisions rapides et réfléchies sous pression. Cela se manifesta notamment lors de sa réaction aux attaques kamikazes à Okinawa, une menace qui aurait pu désorganiser les opérations alliées. Après la bataille d'Okinawa, l'attention se porta sur le territoire japonais. Bien qu'une invasion terrestre semblait inévitable, le développement de la bombe atomique modifia le cours des événements. Les 6 et 9 août 1945, les villes de Hiroshima et Nagasaki furent dévastées par des bombes atomiques, ce qui conduisit à la reddition japonaise le 15 août. Nimitz joua un rôle clé dans les préparatifs d'une éventuelle invasion terrestre, tout en soutenant l'utilisation de tous les moyens disponibles pour éviter des pertes humaines supplémentaires. Le 2 septembre 1945, Nimitz assista à la reddition officielle du Japon à bord de l'USS Missouri, un moment historique marquant la fin d'une guerre dévastatrice et consacrant son leadership dans l'histoire militaire. 5e partie. L'après-guerre, l'héritage et la mort. Lorsque les canons se turent,
et que la Seconde Guerre mondiale prit fin en 1945, Chester W. Nimitz reçut une nouvelle mission. Reconstruire, réorganiser et guider la marine des États-Unis vers une ère de paix et de modernité. La victoire dans le Pacifique avait consolidé sa place dans l'histoire militaire, mais la paix apportait avec elle de nouveaux défis. Le Japon, vaincu mais non anéanti, nécessitait une occupation stratégique pour garantir sa stabilité politique et économique. Pendant ce temps, la marine devait s'adapter à un monde transformé par les leçons de la guerre. L'importance des porte-avions, la menace nucléaire et les alliances internationales qui allaient définir la guerre froide. Malgré la fatigue accumulée après des années de commandement, Nimitz accepta ses nouvelles responsabilités avec le même calme et la même détermination qui l'avaient caractérisé pendant le conflit. Dans les mois qui suivirent la reddition du Japon, Nimitz travailla en étroite collaboration avec le général Douglas MacArthur, qui dirigeait l'occupation. Bien que MacArthur fût la figure centrale du processus de reconstruction, la marine, sous la supervision de Nimitz, joua un rôle crucial en sécurisant les routes maritimes, en facilitant le transport des troupes et des ressources, et en maintenant le contrôle des zones côtières. Nimitz dut également gérer les tensions au sein d'un Japon dévasté. De la livraison de vivres à la réintégration des prisonniers de guerre, son approche fut pragmatique, avec pour priorité la stabilité de la région. En décembre 1945, Nimitz fut nommé chef des opérations navales, le poste le plus élevé au sein de la marine américaine. Sa vision était claire: transformer une force de guerre mondiale en une marine moderne, prête à affronter les défis de l'après-guerre. L'un de ses premiers objectifs fut d'organiser la démobilisation de centaines de milliers de marins et d'officiers, réduisant ainsi la taille de la marine sans compromettre son efficacité opérationnelle. Parallèlement, il encouragea l'adoption de nouvelles technologies, telles que les sous-marins nucléaires et les systèmes de missiles guidés. Durant son mandat, Nimitz supervisa également la consolidation des porte-avions comme pilier de la stratégie navale américaine, un changement majeur qui reflétait les leçons du Pacifique. Il comprenait que la suprématie maritime ne reposait plus uniquement sur le nombre de navires, mais sur l'innovation et l'adaptabilité. Après sa retraite du service actif en 1947, Nimitz continua à servir son pays en tant que président de la Commission de la Marine. Ce rôle lui permit d'influencer la reconstruction des alliances internationales, notamment à travers l'OTAN, et de renforcer les capacités navales des alliés des États-Unis. Sous son leadership, la marine américaine entra dans l'ère nucléaire. Il encouragea la recherche et le développement de nouvelles classes de navires, notamment le USS Nautilus, le premier sous-marin nucléaire, une révolution dans la guerre navale. L'impact de Chester W. Nimitz sur l'histoire militaire est immense. Son leadership pendant la Seconde Guerre mondiale permit non seulement d'assurer la victoire dans le Pacifique, mais aussi de poser les bases de l'hégémonie navale américaine pour les décennies suivantes. Nimitz était un leader dont la force résidait dans sa capacité à écouter, à analyser et à prendre des décisions réfléchies. Il ne recherchait ni la gloire personnelle, ni la reconnaissance, mais se consacrait au succès collectif. Cette humilité, combinée à son talent pour la gestion des ressources et des hommes, fit de lui un modèle de commandement, non seulement pour la marine américaine, mais aussi pour les forces armées du monde entier. Le 20 février 1966, Chester W. Nimitz s'est éteint sur l'île de Yerba Buena, en Californie, à l'âge de 80 ans. Sa mort marqua la fin d'une époque, mais son héritage perdura. En son honneur, des monuments furent érigés, des porte-avions et des bases navales furent baptisées de son nom, gravant ainsi son souvenir dans la mémoire collective, comme l'un des plus grands chefs navals de tous les temps. Le porte-avions USS Nimitz, CVN 68, mis en service en 1975, devint le premier d'une nouvelle classe de super porte-avions, incarnant ainsi la vision d'avenir que Nimitz représentait. Au-delà de ses exploits militaires, l'héritage de Nimitz réside dans les valeurs qu'il incarna: intégrité, engagement et une foi inébranlable dans l'importance du travail d'équipe. Son influence est encore présente dans la doctrine navale moderne, dans la manière dont les forces armées abordent les défis mondiaux, et dans les leçons de leadership qui continuent d'inspirer des générations d'officiers et de civils. En fin de compte,
Chester W. Nimitz ne s'est pas contenté de commander la marine en temps de guerre. Il l'a transformée en une force prête à affronter les défis de l'avenir. Sa vie nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas uniquement aux victoires remportées, mais aussi à l'impact durable laissé sur le monde. Le parcours de Nimitz, depuis un petit village du Texas jusqu'à devenir une figure monumentale de l'histoire militaire, est un témoignage de détermination, d'ingéniosité et de leadership. Son histoire nous inspire à affronter les défis avec courage et à mener avec un but précis. Son héritage, tant sur le champ de bataille qu'en dehors, reste une source d'apprentissage et d'inspiration pour le monde moderne. En lui, nous trouvons un exemple brillant de la façon dont la vision, la stratégie et l'humanité peuvent se rejoindre pour changer le cours de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager la vidéo afin de toucher plus de monde et faire grandir ce projet. À très bientôt, frères d'armes.